Oui, l'idée c'est de créer des productions artistiques avec les ressources qui auront été libérées pendant les groupes de partage et d'expression artistique. En fait, il n'y a pas que l'accompagnement par rapport à des personnes qui auraient vécu des violences sexuelles, il y a aussi la prévention, la sensibilisation, l'information par rapport à la vie affective et la vie intime, qui est important justement, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut donner comme information et comment on les donner, ces informations, pour que voilà, tous les publics, on va dire même... Les plus petits, dès le plus jeune âge, de pouvoir justement donner des repères, parler du corps, parler de l'intimité, transmettre ces informations dès le plus jeune âge. J'imagine que le choix du nom de l'association Au-delà de la Lune est riche de sens. Quel sens a-t-il pour vous? Aller plus loin. Aller plus loin. S'autoriser à dépasser ce qu'on pense qui n'est pas possible, qui n'est pas atteignable, et bien finalement c'est se dire que c'est possible, autant pour les personnes qu'on accueille que pour nous dans nos projets. Ouais, c'est aussi, ça a une résonance pour nous. C'est très important, en tout cas, de l'expérimenter aussi pour pouvoir être aussi en lien avec ce qu'on propose aux personnes pour pouvoir se dépasser. Et il y a aussi dans le mot lune, c'est vrai que souvent on l'associe à la femme, plus à la femme qu'à l'homme, et en fait non. Dans cette idée-là, dans ce mot-là, il y a la notion d'action et la notion de réception. Donc c'était aussi jouer sur voilà, la lune pour se dépasser, on est dans l'action, et dans la sensibilité qui est en lien avec la réception, et ben on y va, on va plus loin aussi dans nos perceptions, dans nos ressentis. Et c'est aussi d'aller vers cette part de lumière et cette part sombre qu'on a tous, chacun, et c'est de s'autoriser à y aller et à avoir ces deux parts en nous. Claudia Pellarin, vous êtes comédienne, metteur en scène et plasticienne. Vous intervenez auprès de différents publics tels que la petite enfance, en milieu hospitalier et scolaire et auprès de publics fragilisés. Que permet votre univers dans vos activités professionnelles? Alors je viens du théâtre où le corps et les mots sont des portes d'entrée pour mieux se connaître. Et ce qui est important pour moi, c'est reprendre conscience de son corps, reprendre conscience de son esprit créatif, son imaginaire, pour le mettre au service d'une histoire qu'on a envie de raconter. Et pour le coup, les accompagnements que je peux proposer, c'est vraiment renouer avec le processus créatif qui dort en chacun de nous, pour pouvoir déceler qu'est-ce qui nous met en émoi, qu'est-ce qui fait que notre cœur palpite pour vivre certaines expériences ou pour raconter certaines choses. Donc c'est vraiment une manière de mettre en lumière ce que le corps raconte. Et le corps, il peut raconter, alors moi j'utilise le travail autour du mouvement libre, l'expression théâtrale, évidemment d'improvisation, le dessin intuitif, les moments où on est vraiment dans la création d'un objet pour transposer quelque chose qui est important pour nous. Donc cet univers créatif, artistique, le fait qu'on puisse pleinement s'y plonger permet de révéler quelque chose auquel on ne s'attendait pas parfois. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on devient spectateur aussi de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Mais pour tout dire, en fait, moi ce qui est hyper important, c'est faire revoir la poésie en fait dans les parties intimes, les parties de l'intérieur de nous, ça se dit pas vraiment, mais en tout cas on va le comprendre. C'est faire vivre cette poésie, et parce qu'on se dit ben non, j'ai plus la capacité de voir une forme de beauté ou ressentir des choses par la poésie, mais en fait si le quotidien est rempli de poésie, et en passant par ces biais-là, qui sont des outils artistiques et créatifs, et ben on renoue avec sa poésie. Et un corps poétique, il y a même plus beau. Émilie Faure, vous êtes éducatrice spécialisée et écrivaine publique. Dans votre vie professionnelle, vous êtes aussi impliquée auprès de publics fragilisés. Oui, je travaille auprès de jeunes qui ont un trouble autistique, qui
qui sont âgés de 16 à 25 ans et je les accompagne dans l'insertion professionnelle, donc dans différents domaines de leur vie. Et, et je suis effectivement écrivaine publique. J'ai donc mon activité en complément de mon activité principale. Et je travaille dans le cadre de Bouillon de mots. Je propose des prestations autour de l'écriture. Voilà, parce que c'est vraiment un outil que j'utilise souvent dans l'accompagnement et que je trouve très intéressant pour aider. Bouillon de mots, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une accumulation de ressentis, de mots, et qu'il y a vraiment un besoin de les poser, de se mettre à distance du vécu, des émotions, et donc de poser les mots et d'écrire. Et il y a vraiment un effet thérapeutique du fait d'écrire et, et de pouvoir garder les écrits et ensuite de s'en servir aussi pour travailler à partir de ces écrits et de l'évolution justement des ressentis. Émilie, peut-on dire que la naissance de l'association est le fruit de votre rencontre avec Claudia et avec d'autres professionnels ? C'est par le biais du théâtre que j'ai rencontré Claudia, donc 10 années d'expérience dans le théâtre, avec une création d'une troupe, et puis une amitié qui a grandi au fil des années. Et, et puis surtout nos intérêts communs, nos formations complémentaires, des domaines d'intervention aussi qui se complètent. Et donc là, on a vraiment eu envie de créer l'association Au-delà de la Lune. Et notamment avec des professionnels de la santé. Avec Claudia, on a voulu s'entourer d'autres professionnels, donc des amis, des professionnels dont on se sent proche. Et donc on a, pour compléter l'équipe, on a Coralie Trabelsi, qui est sage-femme, qui anime les ateliers de partage et d'expression artistique. On a Florence Pirot, qui est avec nous aussi, qui est psychanalyste et formée à la sexologie et à la sophrologie. Et puis on a Autry Foguet-Pierre qui nous aide, qui est médecin psychiatre et avec qui on réfléchit, on analyse notre pratique et qui nourrit nos réflexions. Et puis on a encore plein d'autres personnes très précieuses qui nous ont aidés à créer l'association et qui nous aident à la faire vivre. Et donc on retrouve tous leurs profils sur Facebook, sur notre page Facebook, voilà, pour aller découvrir qui nous accompagne. Que permet ce travail en équipe ? Le travail en équipe, il est essentiel, ça permet de croiser les regards et ça apporte beaucoup plus de richesse et ça nous permet d'avoir des propositions beaucoup plus intéressantes aussi. Et des réflexions plus approfondies. Ouais. Chaque année en France, 233 000 femmes sont victimes de violences conjugales. 84 000 femmes sont victimes de viols. Avoir subi des violences au cours de sa vie est un des déterminants majeurs de l'état de santé d'une femme. Comment, par le biais de votre association, vous avez souhaité agir ? Oui, la santé des femmes est effectivement impactée du fait des violences qu'elles ont subies pendant leur vie. Et nous, on a voulu agir dans l'idée d'être force de proposition pour faire partie d'un maillage qui pourrait s'ouvrir pour des personnes qui auraient besoin de faire un travail sur elles pour aller vers le mieux-être, vers la compréhension de ce qui se joue à l'intérieur d'elles, physiologiquement mais aussi psychologiquement. Et c'est vrai que voilà, ce qui est important, c'est vraiment cette notion de réseau, de soignants ou de thérapeutes ou d'autres intervenants qui peut se mettre à disposition par rapport à ces victimes pour qu'elles puissent aussi s'appuyer sur des portes d'entrée qui vont faire sens pour elles pour avancer dans son travail. Mais en tout cas, qui permettra en effet de retrouver une meilleure santé, quelque chose de plus stable dans leur vie pour pouvoir avancer vers leur épanouissement. D'après le film reportage récent de Carl Zero, 1 sur 5 contre la pédocriminalité, en France, comme dans toute l'Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. 20% des enfants européens sont victimes. Concrètement, ça signifie que dans chaque école, chaque classe, de 3 à 5 enfants sont ou ont été victimes au moins une fois de violences sexuelles. Ce chiffre a été publié en 2016 par le Conseil de l'Europe.
166 millions de victimes en Europe et potentiellement en France. Les victimes de violences sexuelles sont plus de 10 millions. Plusieurs centaines de milliers d'agresseurs, de violeurs d'enfants qui sont donc là parmi nous. Que vous évoquent ces chiffres? De réentendre ces chiffres, en fait, c'est là que ça prend au ventre et que ça donne l'énergie, en fait, de mettre en place des actions et de continuer par rapport, d'où la création de l'association et de faire grandir l'association et de proposer des actions à la fois d'accompagnement et des actions de prévention surtout. Et puis être en action donc sur notre territoire. On ne peut pas intervenir partout dans le monde entier. Voilà. Mais c'est être vraiment présent, avoir la force de proposition sur notre territoire. Et de là, il y a quelque chose qui peut aussi se mettre en route pour accompagner voilà, par rapport à ce que disait Émilie sur la prévention, sur l'information et les accompagnements. Et je voulais juste rajouter aussi, préciser dans le domaine du handicap, on a quand même des chiffres très très importants, notamment pour les femmes autistes, où 90% des femmes autistes ont été victimes de violences sexuelles. Donc dans ce domaine-là aussi, il y a beaucoup à faire. Au mois de novembre, de nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation sont partagées concernant les violences faites aux femmes, sur les réseaux notamment. Dans le cadre des activités de votre association, vous accueillez également des hommes? En effet, les hommes sont aussi victimes de violences sexuelles. L'association ouvre des groupes de partage et d'expression artistique tous les premiers lundis du mois pour les hommes, à la Bulle, à Auvernay. Alors, par contre, l'aspect communication, l'information, comment elle circule jusqu'à leurs oreilles, ça reste encore très très compliqué à appréhender pour justement toucher un peu plus d'hommes qui seraient concernés par cette problématique. Donc il y a vraiment cette envie de mettre en avant leurs paroles aussi. Pour ça, ça reste ouvert, on est ouvert, il y a cet outil qui est proposé. Après, c'est la démarche qui est peut-être un peu plus lente pour les hommes. Enfin, on n'en sait rien. On a du mal à en discuter avec eux pour l'instant. Mais il y a un groupe mixte qui est proposé également. Voilà, on a décidé aussi d'ouvrir sous cette forme-là parce que c'est... Aux hommes et aux femmes, pour voir effectivement si on a des hommes qui se manifestent. Peut-être plus facilement, en partageant la parole avec une femme victime aussi. Pourriez-vous décrire comment se déroule un groupe de partage? Alors un groupe de partage, c'est déjà se donner du temps. À chaque rendez-vous, ça commence à 18h30 jusqu'à 22h en général, pour vraiment laisser libre cours à tout ce qui doit être pendant ces moments de rencontre. C'est déjà dans un cocon aussi. C'est ouvert à 6 personnes, 6 participants. Donc ça permet vraiment la prise de parole aussi longue qu'on le souhaite. Et on est 2 co-animatrices actuellement, c'est Coralie Trabelsi qui est sage-femme et moi-même qui accueillons les groupes de partage pour les femmes, pour les hommes et les groupes mixtes. Et notre point de départ, l'entrée de chaque rendez-vous, c'est un thème qui peut paraître toujours un peu décalé au démarrage. C'est un prétexte pour ouvrir la parole et déjà connecter on va dire sa vision des choses sur ses ressources personnelles. Alors, il y a un chemin par ce thème qui est proposé, mais évidemment, chaque participant a la possibilité de sortir de ce chemin et de déposer ce dont il a besoin de se débarrasser ou les choses qu'il a envie de raconter parce que c'est important pour sa personne. Donc voilà, il y a cette fluidité dans les mots, dans les ressentis aussi lors des partages. Au niveau des ingrédients de ces rencontres, il y a des temps d'ancrage, le temps de parole, en effet, qui dure en général 1h30. Un moment de pause qui est là, où voilà, c'est quelque chose de plus, on va dire, libre, léger.
et un temps de création qui peut connecter un travail autour du dessin, de l'écriture, de la fabrication d'objets, pour conclure en fait cette rencontre. Et comme ça, les personnes, elles partent toujours avec quelque chose qui garde une mémoire, une empreinte de ce temps de rencontre. Et voilà, là, ce qui est important, c'est que on parle beaucoup là, il y a les mots qui sont posés sur le fait que chacun puisse partager ce qu'il a envie, mais aussi on peut rester dans le silence si on le souhaite. C'est toujours, voilà, il y a un temps pour tout et on a vraiment envie dans chaque action qu'on mène et qu'on a envie d'offrir, c'est de donner du temps en fait, parce que voilà, chacun a un rythme particulier, il est important justement dans la démarche de travail pour ces victimes. Quelles sont les frontières du cadre d'intervention de votre association? Je pense notamment au volet juridique. Est-ce un thème qui est abordé? Le volet juridique n'est pas abordé dans le cadre des groupes de partage et d'expression. Et au sein de l'équipe, on n'a pas actuellement de juriste, mais on serait vraiment contente qu'une juriste ou un juriste fasse partie de l'équipe. Et donc en attendant, on s'appuie sur les associations existantes pour pouvoir passer le relais ou alors travailler ensemble. Voilà. On orienterait les personnes vers le CIDFF à Strasbourg, le Centre d'information des droits de la femme et de la famille et l'association Viaduc 67, voilà, pour avoir des appuis. Quels sont les projets à venir pour l'association Au-delà de la Lune? On poursuit les groupes de partage pour les hommes, pour les femmes et les groupes mixtes. On est en réflexion pour aussi ouvrir un groupe de partage auprès des adolescents, parce qu'il y a eu des demandes, mais on n'est pas encore complètement engagé parce que si un groupe de partage pour adolescents s'ouvre, on a envie de créer en parallèle le groupe de partage des parents, des soutenants en fait, de ces adolescents pour qu'ils puissent avancer un peu ensemble et puis que les accompagnateurs, les soutenants en fait puissent avoir assez d'informations pour accueillir aussi les différentes étapes. On proposerait aussi des actions d'information et de prévention sur la sexualité auprès de différents publics. Et donc, on s'adapte aussi en fonction des demandes pour les institutions. Ça dépend. On va essayer de mettre en place aussi, pour avant l'été, un moment de rencontre, un café intergénérationnel autour de la sexualité qui serait, on va dire, amorcé par une lecture d'un auteur qu'on a rencontré, surtout Émilie, qui a écrit de nombreux livres et en l'occurrence une correspondance qu'il a tissé avec un jeune adolescent, donc son expérience d'homme mûr qui raconte sa vie, on va dire, affective et sexuelle, pour pouvoir en fait être une introduction à un partage lors de ce café. Ça nous tient à cœur pour être justement dans cette interactivité qui permet de créer du lien. Quel message auriez-vous envie de partager aujourd'hui? Oser faire le pas. Ouvrir les yeux, parce qu'il y a tout plein de compétences qui ne sont pas si loin que ça pour accueillir la parole. S'autoriser à exprimer. Être pleinement soi avec toute son histoire, avec toutes ses ombres, pour justement mettre en avant sa lumière et ses ressources, restimuler ses ressources en fait. Éveiller les consciences aussi. Informer.